bienvenue pour cette reprise des conférences sur la CCH, des formations à l'hypnose qui se font surtout en webinaire et avec quelques séminaires en présentiel. Cette année, je l'ai souhaité réellement autour de notre notion dont on va parler ce soir, de la liberté dans la transe hypnotique, et j'ai demandé à Antoine Bioy d'être notre superviseur. Donc, vous le verrez à plusieurs reprises, il vient quand il veut, pour nous accompagner, pour jeter un regard, pour nous donner son avis. Ça me paraissait extrêmement intéressant de parler de la liberté, parce que cette liberté, on va en parler tranquillement. Les patients viennent la chercher, parfois ils ne le savent pas, parfois ils nous le disent, et parfois on pourrait, nous, l'oublier. Voilà, cette liberté, donc on va en parler ensemble. Dans cette soirée, donc, nous aurons Antoine Bioy, qui est agrégé de psychologie. Il est psychothérapeute, il est hypnothérapeute, il fait de la recherche. Il dira s'il veut autre chose, bien sûr. Et puis, il est cofondateur de la revue chez Luno de Sciences et Hypnose et Sciences de la vie. Et puis, il participe aux travaux chez Hypnosia, beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires. Donc, je le reçois avec plaisir. Joël Mignot nous fait le plaisir ce soir d'être avec nous. Joël a ouvert mes conférences que j'appelais à l'époque au carrefour du soin et de la vie. On avait pris une année où on avait parlé des psychotraumatismes sexuels. Joël Mignot travaille à Paris comme psychothérapeute, comme psychologue, sexologue. Elle est co-directrice de la chaire ou co-responsable de la chaire de sexualité féminine et des droits humains à l'UNESCO. C'est sexualité humaine tout court. Santé sexuelle et droits humains. Voilà. Et puis, elle est directrice de la rédaction de la revue Sexualités humaines. Voilà, elle donne beaucoup de cours, elle enseigne, elle est présente avec nous. On fait des supervisions sur la CCH ensemble et elle viendra au mois de février donner un séminaire à Annecy avec la CCH. Merci, Joël. Et le Covid, heureusement, il ne s'attrape pas par téléconsultation, mais Joël est dedans, donc on la remercie d'être avec nous. Patrick Lelon, il est avec nous, vous allez le voir régulièrement. Patrick Lelon est un ami que j'apprécie pour sa richesse de pensée, sa rapidité de pensée. Il était journaliste pendant de longues années sur France Info. Vous l'avez probablement entendu, vous avez entendu sa voix. Aujourd'hui, il est éditorialiste, il est journaliste, il anime, il pense, il travaille beaucoup sur les concepts de philosophie. C'est pour ça qu'il sera avec nous. Il est totalement libre d'intervenir quand il veut, à partir du moment où ça nous fait avancer. Donc c'est ça qui est important. Merci Patrick d'être avec nous. Merci Pascal. Et puis voilà, vous êtes donc un certain nombre, vous allez être un certain nombre à arriver dans le quart d'heure aussi, je le sais. Donc vous pourrez revoir ces conférences en intégralité sur YouTube, sur la chaîne que j'ai installée et sur les réseaux, bien entendu. On se voit pour parler de liberté, d'éthique dans la transe hypnotique. Je me suis dit assez récemment, c'est-à-dire il y a quelques heures, finalement, on va parler de la liberté, de l'éthique dans le soin. Voilà, c'est dans le soin qu'on va l'amener. Mais dans le soin hypnotique, il y a quelque chose de particulier, c'est que quand on dit hypnose, beaucoup de personnes se disent l'hypnose, on entre dans notre esprit, il y a une manipulation, donc y a-t-il perte de liberté? C'est pour ça que je trouvais que c'était un sujet particulier. Mes conférences ont toujours un lien avec l'hypnose. Quand on parle de liberté, la première question que je me pose, c'est toujours de quelle liberté on parle et pour qui on parle de liberté. Est-ce qu'on parle de la liberté du patient qui nous dit je veux être soigné, je voudrais être soigné comme ça, je voudrais être soigné pour ça, par telle personne, je veux avoir la liberté d'aller voir un autre thérapeute, etc. La liberté, elle est parlée très fréquemment par le patient sous cette forme-là, très directe, très pragmatique. Et est-ce qu'on peut parler aussi de la liberté du soignant? Liberté de dire eh bien, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je pense que pour vous, il serait mieux de faire ceci, non, je ne ferai pas ça, oui, je vais faire ça. C'est une forme de liberté qu'il faut évoquer. Comment peut-on associer nos libertés? Est-ce qu'une liberté va empiéter sur l'autre? Ce sont des notions qui me paraissent intéressantes. J'ai envie de dire, avant de quitter le mot liberté et de vous laisser, j'aime beaucoup la notion de liberté d'espérer.
C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de préserver la liberté du patient d'espérer? C'est une liberté, mais qui peut être parfois contraignante, surtout quand on a des images et des résultats en tête qui peuvent nous laisser penser que la suite ne va pas être celle du tout que le patient attend. Cette liberté me paraît importante. Est-ce qu'on a le droit de surprendre nos patients? C'est ce qu'on fait beaucoup en hypnose, la liberté de surprendre. La liberté de travailler en accord avec le patient, c'est-à-dire de se dire, eh bien voilà, je prends la liberté de vous dire, on va travailler ensemble. Je ne vais pas vous proposer, on va construire ensemble un soin, ce qu'on fait dans des thérapies très souvent. Et finalement, cette liberté, c'est la liberté peut-être d'être au contact du patient sans attendre quoi que ce soit et sans chercher quoi que ce soit dans la façon de le faire. Et là, on commence à basculer dans les mots de François Roustan, c'est-à-dire, je n'ai pas forcément d'objectif, je n'ai surtout pas fait de choix, je vais accompagner le patient vers cette position-là, voire même le patient choisira peut-être lui-même de ne pas faire de choix. Cette notion, on va la développer, on va en reparler ensemble. C'est quelque chose qui est développé chez François Roustan pendant beaucoup d'années, où il a essentiellement parlé d'hypnose d'ailleurs, mais on le retrouve dans d'autres époques, on le retrouve dans le livre où il parle de cette conférence qu'il avait donnée à la Salpêtrière en 2007 sur la liberté. Et puis finalement, cette liberté de non-choix, comme le dit Antoine quand on en parle, c'est un choix. On va en parler ensemble. L'éthique, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne le vois pas, moi, comme une limite, mais je le vois plutôt comme un cadre qui sécurise la liberté et qui va permettre probablement de ramener le patient et le soignant dans quelque chose qui puisse être échangé sans qu'il y en ait un qui se sente basculé ou qui parte dans quelque chose d'excessif. L'éthique, elle a toute sa place, en particulier dans l'activité de sexualité et de la sexologie avec Joël. C'est pour ça que Joël va nous en parler plus. Et puis, la transhypnotique, est-ce qu'elle nous laisse libre de faire des choses? Ben oui, bien sûr, tous les jours on le voit, à condition d'être au contact d'un patient dans cette distance qui respecte ce qu'il souhaite. Peut-être qu'il ne souhaite pas grand-chose, moi non plus, mais au moins qu'on ait une relation qui s'installe dans quelque chose de cohérent. C'est pour ça que je dis souvent, on parle des capacités d'écouter, l'écoute qu'on peut donner pour un patient, mais je pense que le patient aussi va devoir pouvoir nous écouter, ce qui n'est pas simple, parce que le patient vient nous voir, parfois il est malade, il a des symptômes, il est en difficulté pour nous entendre, et vous le savez, dans les diagnostics de cancer, on a créé justement la consultation d'annonce pour aider à entendre, et c'est une notion qui est très souvent présente et qui empêche, je pense, la liberté du dialogue de se faire. À nous de voir comment on peut faire. Donc, bah, je propose à Joël, si elle veut, de commencer à nous accueillir dans cette thématique en redéfinissant les choses. Alors moi aussi, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ouh là 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 là, comment je vais prendre ça? Parce que c'est vrai que ces trois mots collés ensemble, forcément, nous renvoient à notre pratique quotidienne et avec plein d'images et plein d'exemples précis qui nous viennent en tête. Et moi, forcément, comme je m'occupe de sexualité humaine, et de santé sexuelle, eh bien, la liberté et l'éthique sont au cœur même de ma pratique. Ça, c'est évident que ce domaine-là est extrêmement sensible sur ces deux notions. Alors, moi, je commencerai peut-être par quelques questions. Je me suis posé la question quand même de savoir de quelle liberté il s'agissait en hypnose. Pascal, tu es parti de la notion de liberté un peu extrinsèque, c'est-à-dire la liberté du thérapeute, la liberté du patient, etc., dans la relation. Mais je pense qu'il y a aussi une liberté intrinsèque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va travailler ou faire travailler ou aider à travailler, je ne sais pas comment on peut le dire, mais avec le patient pour que cet espace intérieur, à la fois ses représentations, son corps aussi, parce que moi je suis très, très confrontée aussi à la question du corps et à la question de la relation au corps. Qu'est-ce qui fait que les entraves ne permettent pas à cette personne-là d'être dans un épanouissement et une satisfaction?
Donc, la question de la liberté, elle se pose dans la représentation que chacun peut en avoir aussi. Donc, il y a une liberté, à mon avis, extrinsèque, mais aussi une liberté intrinsèque. Est-ce que c'est cette liberté-là qu'on travaille en hypnose, ce champ de conscience qui va éventuellement s'ouvrir, qui va... Moi, j'aime bien le mot d'assouplissement, de fluidification. Est-ce que le thérapeute a ce rôle de faire travailler la liberté? Moi, je dirais qu'il faut être très, très humble et très modeste. Peut-être essayer d'accompagner le patient dans cet assouplissement global de son vécu intérieur en relation évidemment avec sa demande, avec ce qui l'anime, avec la raison pour laquelle il vient nous voir, quelle que soit la raison. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas envisager non plus la dimension de liberté sans penser à la servitude. C'est d'ailleurs sa définition, hein. C'est quand on définit la liberté, c'est toujours en relation avec la servitude, avec la contrainte et avec la notion de maître et d'esclave. Voilà, bon, il y a bien sûr des philosophes qui ont beaucoup parlé de ça. Donc, où est-ce qu'on peut situer ce type de relation? Est-ce que c'est pensable? Est-ce que cette idée de servitude, et on en reparlera tout à l'heure avec Antoine, puisqu'il a parlé d'emprise, est pensable dans la relation hypnotique? Bon, personnellement, moi, j'ai mon idée sur la question, mais on y reviendra. Mais il n'empêche que la dimension de la liberté en soi ne peut pas se penser sans cette dimension-là. Donc, on est de toute façon dans un paradoxe. Alors, ça nous va bien parce qu'en hypnose, on est toujours dans les paradoxes, donc on aime ça. Et je pense que c'est aussi pour ça, Pascal, que tu as choisi ce sujet, c'est de nous mettre à l'épreuve du paradoxe. Voilà, pour la liberté, moi, j'en suis là de ma réflexion. Est-ce qu'il s'agit d'une liberté de penser qu'on va permettre ou aider le patient à retrouver sa liberté de penser? Et la sexualité est un champ de liberté de penser, comme vous le savez. Est-ce que c'est une liberté de créer? C'est une vraie question aussi. Voilà, ce sont ces questions-là, moi, qui me viennent à l'esprit quand je pense à la liberté dans ma pratique clinique. Merci Joël. Antoine, qu'est-ce que tu peux dire en rebondissant sur ce qu'on vient d'entendre avec Joël? Bah, peut-être d'abord bonsoir à tous. Peut-être de reprendre d'abord le lien que tu faisais entre la notion de liberté et la notion de soin. Pour moi, elle est formidablement importante parce que pour moi, c'est deux thèmes qui sont totalement opposés. Et pour moi, vraiment, la liberté, c'est l'antithèse du soin. C'est-à-dire que le soin me semble par définition un espace avant tout de contrainte, dans lequel, même si on peut philosophiquement souhaiter autre chose, il y a quand même la souffrance qui fait qu'une personne est en demande d'une autre, et donc il y a cette relation si particulière qui se crée, et que précisément la raison pour laquelle la question se pose ce soir de trans, éthique et liberté, il me semble que la question est bonne parce que justement elle va pas de soi, et que la liberté, enfin plutôt que le soin, me semble être un très mauvais terreau pour pouvoir laisser pousser la graine de la liberté. J'allais presque dire, on pourrait y revenir, y compris en hypnose d'ailleurs, parce que si on regarde notamment les vidéos d'Erickson, on peut se poser la question de savoir à quel moment est-ce que son patient était réellement libre de pouvoir échapper à la façon dont il menait ses séances. Donc ça va être intéressant de se pencher là-dessus, d'autant plus que finalement les êtres les plus libres sont probablement les grands fous. La folie, par définition, est un espace de liberté absolument totale, et a priori, on n'espère pas de nos patients qui vont devenir de grands fous. Donc il y a probablement quelque chose qui va être à penser, probablement d'ailleurs de ne pas considérer la liberté comme une utopie. Peut-être qu'il faudra d'ailleurs trouver un synonyme dans la soirée. Euh, En fait, il me semble, et j'essaierai de développer un peu ça tout à l'heure, que cette question de la liberté, c'est une question beaucoup en fait de posture, peut-être même de désinvolture vis-à-vis d'un certain nombre de choses, et on pourra éventuellement y revenir, et que précisément, si la liberté n'est pas si simple que ça, en tout cas n'a pas une place si simple que ça dans le soin, peut-être qu'elle va nous permettre précisément de pouvoir nous interroger sur quoi en faire par rapport à l'autre, et peut-être aussi d'ailleurs que la plus grande des libertés du thérapeute est d'autoriser son patient à ne pas être libre non plus. C'est précisément de ne pas
rentrer dans l'utopie qu'il faudrait que la liberté soit absolument la ligne de mire de toute pratique au maximum, mais de se dire il y a des patients en fait qui ne souhaitent pas être libres et qui ne sont jamais mieux finalement que dans la servitude, pour reprendre le terme de Joël tout à l'heure. C'est-à-dire, ils viennent chercher quelqu'un qui va les guider, mais quand je dis les guider, c'est les guider jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils ont un symptôme, ils ont une souffrance, vous faites ce que vous voulez, mais vous m'en libérez et moi je m'en lave les mains, tel Ponce Pilate dirait Patrick Volontiers. Ils vont s'en laver les mains et ils ne demandent qu'une chose, en fait, c'est précisément que le soin puisse être comme un acte de servitude, à la condition finalement que le prix au final soit que le symptôme s'en aille. Et donc il y a sans doute, voilà, je redis, mais sans doute que la liberté, objet complexe, la liberté la plus grande du thérapeute est probablement de pouvoir également supporter que son patient puisse ne pas pouvoir être libre et néanmoins de pouvoir guider une démarche particulière. Et moi, c'est comme ça que j'entendrai la notion d'éthique. C'est avant tout une démarche. Et je mettrai la liberté du côté de la posture, l'éthique du côté de la démarche, c'est-à-dire être dans une démarche dans laquelle, de façon régulière, le thérapeute se pose la question de qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il met les pieds, et est-ce que ce qu'il met en place, et en termes notamment d'influence, qui est un terme dont on parlera probablement, en fait, est propice à laisser le patient aller avant tout là où il souhaite aller, et peut-être aussi parfois de refuser. Je termine juste avec une anecdote. Pour Erickson, il y avait ce qu'il appelait les born losers, c'est-à-dire les gens qui de toute façon sont des losers à vie et qui ne pouvaient pas les aider, et que cela, il ne les recevait même pas. C'est-à-dire qu'il s'octroyait la liberté de laisser l'autre dans sa misère lorsqu'il considérait que c'était des born losers. Voilà. Et ça aussi, on pourrait en discuter. Est-ce que en 2023, parce qu'évidemment les notions sont vivantes, hein, elles vivent avec les cultures et les époques, est-ce qu'en 2023, la position ericksonienne serait une position qu'on pourrait, euh, en tant que thérapeute, adopter ou même plus supporter? D'accord? Patrick, il y a quelque chose qui te réveille sur ce qu'on entend là? Alors, je ne dormais pas, donc oui, Hmm. ça m'éveille plutôt. Mais c'est intéressant. Moi, depuis quelque temps, je me suis mis à relire des bouquins que je lisais quand j'étais ado, ou etc. Parce que, bon, on lit un peu vite à cet âge-là. Et je relisais Eric Fromm. Et c'est marrant parce qu'Eric Fromm, j'avais l'impression d'être très intelligent quand je lisais. Et alors, paradoxalement, enfin, ou plutôt dans la continuité, je me sens encore plus intelligent maintenant parce que j'arrive à comprendre ce qu'il me dit. Et je vois ce qu'est le concept philosophique avant le concept thérapeutique ou avant son application. Et justement, il écrit un bouquin sur la liberté qui est très très bien, qui donne parfaitement raison à Antoine et à Joël. Mais peut-être pour revenir à ce qui vient d'être dit, ce qui est intéressant, c'est la façon, Pascal, dont tu as posé le sujet. C'est-à-dire que quand tu dis transéthique d'un jet et liberté au singulier, c'est quand même, rien que ça, on peut y passer des heures. C'est-à-dire que transéthique, comme si ça allait de soi ensemble, j'en sais rien, là je parle sous le contrôle des thérapeutes, et liberté comme si c'était une grille de lecture de la transéthique. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que d'abord, la liberté au singulier, effectivement, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, ça ne peut exister que dans la négation. Ce que disait Joël justement au début, à savoir que on sait, on ne sait pas si on est libre. En fait, c'est parce que il y a l'idée d'une privation ou quelque chose dans ce genre-là, je renvoie au Jardin d'Éden et tout, qu'on comprend ce qu'est la liberté. Soit on est je veux dire, la liberté, par définition, c'est quelque chose de absolu, c'est quelque chose d'inconscient. Donc ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour savoir ce qu'est la liberté, c'est un peu comme l'infini, etc. On peut dresser des théories, mais on ne sait pas ce que c'est. En revanche, je sais ce que c'est que la privation de liberté. Je sais ce que je ne veux pas. Je sais quel rapport j'ai à l'autre, d'autorité ou pas. Je sais pourquoi je le conteste. Je sais pourquoi je l'aime pas, etc. Pourquoi je ne m'aime pas. Enfin, des tas de trucs. Mais en tout cas, la liberté en soi, c'est un peu comme le concept de Dieu, etc. Je ne sais pas. C'est merveilleux, mais voilà. Donc, je pense que ce qui est intéressant avec Antoine et Joël, c'est qu'ils mettent la main, j'allais dire, dans la mécanique. Moi, Oui. je la regarde comme ça, simplement, en disant si je vois, si je consulte un thérapeute qui me dit qu'est-ce que la liberté, je m'en vais personnellement parce que je me dis bon, j'ai plein de bouquins là-dessus, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, mais j'en sais pas plus. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment moi je vis
le sentiment de liberté, c'est-à-dire la représentation que j'ai de la liberté dans mon fonctionnement, ou comment cette liberté, je ne la sens plus, comment elle m'a échappé. Comment, à un moment ou à un autre, je sais que je ne suis plus libre. Ça, c'est par rapport à moi, je veux dire, ça n'a aucune vocation universelle. Voilà, c'est une question. Joël, J'ai un merci. exemple très très concret, puisque c'est ma pratique quotidienne, c'est la libération de la parole. Combien de fois dans mon cabinet, parce que je pense que c'est le lot de beaucoup de psychologues, sexologues ou de gens qui s'occupent de sexualité, nous avons des patients qui nous viennent nous dire, après un long travail thérapeutique avec un autre thérapeute avec qui ils s'entendent très très bien et avec qui ils ont fait un très beau travail, ils viennent nous dire, voilà, ce que je vais vous dire là, je ne l'ai jamais dit à ma thérapeute et je le dirai à personne d'autre qu'à vous, parce que vous êtes, à mon avis, même si c'est la première consultation, celle qui peut l'entendre, alors qu'ils ne me connaissent pas, hein. Donc, il y a une représentation aussi, évidemment, de la profession. Et très souvent, nous avons très vite cette libération de la parole. Alors, c'est souvent, bien sûr, autour des abus, enfin bon, et de tout ce qui est agression sexuelle, ou alors même autour, tout simplement, même de l'intimité, hein. Et on a beaucoup de gens qui viennent nous dire ça, nous dire, voilà, j'ai une thérapeute, je fais une analyse, par exemple, depuis 10 ans, et j'ai jamais parlé de sexualité avec mon analyste ou ma thérapeute. Et qui tout d'un coup viennent, voilà, déposer ça dans le cabinet. Alors, je me pose la question toujours de qu'est-ce qui fait qu'il y a cette représentation sociale, bien entendu, mais il y a aussi le cadre. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose de mystérieux qui fait que, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans ce dépôt de cette parole. Et la liberté de parole, on sait quelle importance elle peut avoir aujourd'hui dans le processus thérapeutique, hein. C'est sûr que c'est pas moi qui l'invente, on le sait très bien. Donc, oui, Non, pardon, vas-y Joël, je pensais que tu oui, avais oui, non, non, mais excuse-moi. voilà. Donc, je Non, prenais vas-y. cet exemple-là parce que je voulais repositionner aussi la notion de liberté à partir du cadre. Et je pense qu'il n'y a pas de liberté sans cadre. Et que c'est le cadre qui fait la liberté. On le sait bien d'ailleurs dans d'autres lieux où il peut y avoir des cadres qui sont suffisamment souples pour laisser penser, etc. Et où la liberté peut s'exprimer dans des cadres qui sont assez finalement, je dirais pas contraignants, mais en tout cas ritualisés, on va dire. Donc, et la liberté, elle peut s'exprimer grâce à ça. Donc, c'est là où il y a quelque chose de paradoxal. Et le cabinet du psy ou du sexologue a aussi cette fonction, je pense, de libération. Alors, libération et liberté, c'est deux choses différentes, hein, j'en ai bien conscience, mais on est quand même du côté de la liberté qui s'exprime à un moment donné. Oui, Antoine? Peut-être pour compléter, puis pour juste partir peut-être d'un constat, en tout cas c'est un constat auquel j'adhère, c'est que une certaine cohérence avec moi-même, c'est que si l'homme était réellement fait pour être libre, depuis le temps, ça saurait. C'est-à-dire on est quand même, toutes nos sociétés sont construites sur le fait que l'on prétend tous vouloir être libre, mais on fait tout pour ne pas l'être. Et donc on va effectivement ne pas être libre de notre emploi du temps, on va ne pas être libre des actions que l'on fait, on va surtout ne pas être libre de nos responsabilités dans le domaine du travail, jusqu'à même parfois en tant que thérapeute prétendre que c'est le patient qui résiste plutôt que nous pour pouvoir échapper à cette responsabilité-là. Donc, il y a quand même un fait qui est voilà, depuis le temps, quand même, la liberté est quand même, comme l'Éden dont parlait Patrick tout à l'heure, comme la question du bonheur, quelque chose auquel chacun souhaite prétendre ou dit vouloir prétendre, mais par définition presque de l'humain, ce sont des vêtements qui ne lui sied pas particulièrement. Par contre, il prétend à vouloir être. Et il me semble qu'il y a une façon également dans ce que dit Joël, en fait, d'entendre les choses, qui est de dire, bah, finalement, lorsque un patient prétend vouloir la liberté, la réclame, la souhaite, parfois fait des révolutions d'ailleurs pour être plus libre, mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils remettent quelqu'un d'autre au pouvoir qui va lui-même mettre un système. Voilà, c'est tout le système, enfin des systèmes de cercles un peu vicieux entre le messianisme et puis l'orthodoxie, quoi, hein. Il y a toujours des messies qui apparaissent en politique, en religion, et puis chasse qui était là présent, et puis finalement, ils finissent tous, une fois qu'ils sont en place, ils finissent tous finalement par bien s'installer et avoir qu'une envie, c'est d'y rester, et donc de s'arranger pour garder la place. Et donc,
la liberté, en fait, elle est effectivement prétendue, mais dans les faits, quand même, elle reste compliquée. Par contre, les patients viennent avec le fait de chercher à être, plus que d'être libre, mais de chercher à être. C'est-à-dire, il y a souvent, en fait, quand même, dans ce désir de liberté, dans ce désir de dire, d'intimité, comme tu disais, Joël, il y a souvent, en fait, le souhait de construire une sorte de mythologie. C'est-à-dire, si finalement je n'étais pas celui-ci, c'est-à-dire si j'étais libre dans la traduction, si je n'étais pas celui-ci, finalement, qu'est-ce que je souhaiterais être? Et dans la parole, souvent, il me semble, cet aspect de liberté, ce souhait de la liberté, ce vœu de la liberté, est une façon d'ouvrir toutes les illusions. Et donc de pouvoir aussi se dire, cette illusion, en fait, est en train de me séduire, comment est-ce que je vais construire pas à pas cela? Et il va y avoir ensuite une démarche sans doute un peu plus pragmatique. Et il me semble que, notamment dans le champ du thérapeutique, cette démarche me paraît être une démarche assez féconde finalement qu'elle nous amène les patients, c'est-à-dire ils prétendent vouloir être libres, c'est-à-dire ils ont un symptôme, ils ont une souffrance qui les empêche, ils prétendent vouloir être libres, mais finalement ils ne sont pas faits pour la liberté, ils sont faits pour pouvoir se penser autrement, et donc en cherchant à être libres, ils ouvrent les possibles pour pouvoir ensuite construire une nouvelle illusion d'eux-mêmes et de pouvoir affirmer qui ils sont et qu'ils sont dans le changement, qui je souhaite être de différent. Et puis ils vont tomber sur d'autres symptômes, d'autres souffrances, d'autres aliénations. C'est vraiment le trajectoire de l'adolescent qui pense que quand on est adulte, à partir de 18 ans et 1 heure, on va être totalement libre et qui découvre que, en fait, voilà, on change juste de fausse liberté, que finalement, il y a d'autres systèmes qui vont nous tenir par la suite. Et il me semble que cette roue-là, elle est liée à la condition humaine, mais que la liberté ouvre une façon d'ouvrir toutes les illusions et du coup de travailler en thérapie avec les patients sur finalement quelle illusion voulez-vous vous donner de vous-même pour qu'ensuite on puisse pragmatiquement construire quelque chose. Cette vertu me semble être importante et justement ça va faire ensuite, me semble-t-il, le lien avec la transe qui précisément ouvre ce possible-là. Il y a d'autres façons de pouvoir l'ouvrir bien sûr, mais va ouvrir ce possible de l'illusion, quoi. C'est-à-dire rentrer par l'hypnose, par ces phénomènes de transe, rentrer dans l'illusion précisément que bah, tout devient possible, ou qu'en tout cas, ce chemin que vous souhaitez vers ce que vous appelez la liberté serait possible, et voyons ce qui s'ouvre en fait, quand finalement j'accepte, moi, thérapeute, de vous suivre dans cette illusion, même si je sais que fondamentalement, vous allez juste changer de système de servitude. Je pense que ça pose aussi la question du positionnement du thérapeute, là, si on va un tout petit peu plus loin, puisque nous-mêmes, en tant que thérapeutes, nous avons aussi nos propres chaînes sur lesquelles, en principe, on devrait être à peu près au clair, hein. Je mets plein de mots pour être voilà, très prudente. Et les chaînes, c'est aussi des chaînes sociales, c'est des chaînes de représentation, ce sont des stéréotypes, ce sont des idées reçues. Alors tout ça, on doit en principe évidemment en faire fi et puis les dépasser, etc., etc. Mais c'est aussi une forme de contrainte qui se pose de toute façon consciemment ou inconsciemment. Alors le moins possible évidemment, mais je pense que l'ouverture totale du thérapeute enfin, est un peu aussi illusoire. Je pense que les chaînes, elles sont aussi relationnelles, ne serait-ce que parce qu'on représente pour le patient. Cette femme qui vient à un moment donné déposer son traumatisme, par exemple, elle ne le fait pas par hasard, elle ne vient pas chez moi par hasard, elle vient aussi parce que, bon, voilà, elle voulait une femme, elle m'a trouvée, enfin bref, plein de raisons. Donc, et tout d'un coup, la parole se libère. Donc, c'est vrai aussi que la question de la relation et de la réciprocité, alors là, je reviendrai plus à ce que dit Robert Misrahi. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça a été mon maître en philo quand j'ai fait mes études de philo. Et il est décédé il y a 3 jours. Alors j'ai trouvé ça touchant parce qu'il a énormément travaillé sur la liberté, l'éthique et la joie, parce que c'est un philosophe de la joie. Et donc, cette question de la réciprocité, elle est fondamentale. Qu'est-ce qui se passe dans cette réciprocité qu'on ne maîtrise évidemment pas, parce qu'on ne maîtrise pas tout.
Et je trouve que c'est très, très important d'accepter ça en tant que thérapeute, de ne pas tout maîtriser, voilà. Et nous, les sexologues, bah, on est aussi dans un monde où tout doit être scientifique, on a des protocoles, etc., etc. Donc, on est vraiment confronté, hein, à cette histoire de maîtrise. Mm. Et je crois que c'est important de se dire que, bah, voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on laisse aller et voilà, qui se font toutes seules, même si on n'y comprend rien. Moi, j'aime bien ne rien comprendre, surtout quand ça va mieux. Mm. Une fois en dialogue avec Patrick, j'avais dit une phrase qui lui avait bien plu, qui était de dire on n'est jamais aussi bien asservi que par soi-même. Ouais, ouais. Et Je l'ai noté, hein, oui. oui, oui, tu m'avais dit que tu l'avais noté, ouais. Mais effectivement, je te rejoins tout à fait, Joël. C'est bien parce qu'on n'est jamais aussi bien asservi que par soi-même, qu'on a besoin de l'autre, en fait, pour la liberté. C'est ce que tu es en train de décrire. Et ça me paraît être vraiment un mouvement tout à fait essentiel. C'est-à-dire, on aspire individuellement à une liberté qu'on ne peut pas avoir, mais par contre, le lien à l'autre va permettre de pouvoir tisser autre chose d'encore différent, en fait, et qui va être une co-construction. Et c'est pour ça aussi que, je le disais dans la petite vidéo d'annonce de ce soir, que pour lequel, pour ma part, en tout cas, j'ai toujours eu vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec cette notion de confiance alors en hypnose, là, parce qu'on est en hypnose, mais parce que précisément, aller rechercher la confiance de l'autre, c'est déjà, en fait, introduire, jouer sur quelque chose de l'ordre de la contrainte. Pourquoi faudrait-il que l'autre ait confiance en moi? Pourquoi est-ce que ça serait un cadre nécessaire pour pratiquer l'hypnose que d'aller chercher la confiance, qui précisément est le fait de vouloir créer un lien où l'autre va devoir me reconnaître dans un besoin. Et donc du coup, cette notion de confiance me paraît vraiment être l'opposé total, en fait, de ce qu'est l'hypnose, précisément dans cet objectif de lien que tu viens de décrire. C'est-à-dire si précisément la liberté se construit dans un besoin de lien avec l'autre, se construit avec l'autre, la confiance est quelque chose qui peut-être peut apparaître dans certaines circonstances, mais qui, me semble-t-il, est tout à fait inféconde, voire au contraire parasitante pour la pratique de l'hypnose, parce qu'elle installe déjà quelque chose de l'ordre d'un lien d'inégalité. C'est-à-dire, je te demande de me faire confiance, c'est-à-dire je te demande déjà de me mettre dans une position, dans une posture dans laquelle tu vas devoir attendre quelque chose de moi que je vais te donner, et en plus, tu ne sais même pas ce que je vais te donner, il faut que tu aies confiance là-dedans. Et c'est pour ça qu'il me semble que, par contre, il y a autre chose qui est à penser, qui me semble, pour ma part, tourner autour de la notion de sécurité. C'était pour les raisons que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, effectivement, dans le cas thérapeutique, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime, il y a des paroles qui vont être échangées, il y a d'autres choses également que les paroles qui vont être échangées, bien évidemment. C'est deux histoires, les patients sont transformés par des bouts de chemin thérapeutiques qu'on leur propose, et nous sommes transformés également par nos patients. Ça, c'est très clair qu'on devient le thérapeute que nos patients nous ont désigné. On est construit complètement par nos patients. Et donc, il y a effectivement ce chemin-là qui se fait, qui du coup fait que l'on doit être suffisamment en sécurité. Et tu disais tout à l'heure que il y a aussi nous-mêmes, bien sûr, nos zones nos zones dans lesquelles on pouvait se sentir moins libre, nos contraintes qui étaient présentes, etc. Et que voilà, il peut y avoir un besoin aussi d'être assez au clair par rapport à ça. Et vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et le paradoxe, il est, me semble-t-il, justement non pas pour s'en libérer, mais pour pouvoir ensuite créer de la sécurité dans de la vulnérabilité dans la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire que si je sais aussi quelles sont mes contraintes, si je sais aussi quels sont mes espaces de non-liberté, ce que l'on appelle dans nos milieux, comme chacun sait ici, les limites, les limites que l'on se donne, les limites du cadre, c'est-à-dire là où je ne peux pas aller. Et finalement, c'est dans cette discussion entre deux vulnérabilités, sur deux postures différentes, que quelque chose de la sécurité va se construire, qui du coup va donner ensuite le besoin de l'autre pour aller chercher ce qu'on appelle liberté, c'est-à-dire une illusion partagée, de partager des illusions, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment sexy pour chacun des deux, et qu'ils acceptent l'un et l'autre de construire plus concrètement, en fait, le chemin qui va se dessiner. Et ça me paraît vraiment, ce que tu soulignais, me paraît vraiment un paradoxe tout à fait fondamental, hein, c'est-à-dire vraiment ce besoin de l'autre pour être libre. Et que précisément, c'est parce qu'il y a ce paradoxe premier que la liberté ne peut jamais être tout à fait saisie, mais c'est sans doute aussi ce mouvement qui va être fécond. Alors, ce que tu dis, ce que vous venez de dire tous les deux, je vais demander à Gérard, qui est là, s'il veut bien rebondir sur ce qu'on vient de dire là. Voilà. Gérard, a priori, tu as repris le micro. Est-ce que tu nous entends, Gérard? J'entends, je vais peut-être activer. Si tu peux mettre ta petite caméra, ça serait sympa. Voilà, parfait, parfait.
Alors, rebondir, c'est déjà un acte de résilience, si j'ai bien compris, quoi, hein. Oui, Enfin, voilà. oui, c'est ça, c'est ça. Non, j'ai bien aimé ce qu'a dit Antoine et Joël, et j'étais très ami, je reste ami de cœur avec Robert Misrahi. J'ai été averti effectivement de son décès l'autre jour, et je dois dire, j'ai eu un contact avec lui il n'y a pas si longtemps, et il y avait quelque chose qui m'a touché, c'était son humour. C'est-à-dire il a gardé jusqu'au bout l'humour. Ben, c'est pour moi un gage de la liberté, ça. C'est-à-dire que l'humour, c'est cette capacité précisément d'allier à la fois l'amour et l'humilité. Et il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la liberté, ce qui me renverrait à la formule de Nietzsche. Finalement, on parlait des chaînes tout à l'heure, c'est la liberté, c'est pouvoir danser avec ses chaînes. Et je pense que on a tous des chaînes, et ça a été très bien dit tout à l'heure, et je crois que c'est vrai. Et puis bon, ben, on fait avec. Mais ça pose aussi toute la question, je crois, en filigrane, de est-ce qu'on a un libre arbitre, quoi. Voilà. Quand Luther disait qu'on avait un serf arbitre, ça pose question, hein, quand même. Quand Spinoza disait que le libre arbitre, c'était plutôt une illusion, bon, enfin, il le critiquait après. Mais je crois que, à l'instar de ce qui se passe dans le golf avec Tony Armour, vice-champion du monde de golf, il avait défini ça comme le yips. Le yips, c'est au moment où il arrivait au dernier pot, au dernier trou, plus il voulait, moins il pouvait. Et là, on rejoint ce qui se passe souvent, justement, en hypnose, plus on veut, moins on peut. Et c'est parce qu'on redonne l'ouverture des possibles que là, on pourra vouloir. Et c'est ça une des clés. Enfin, c'est une des clés, hein, il y en a plusieurs, mais je pense qu'il y a une réalité là-dedans. C'est que du coup, on serait tenté d'aller du côté de Gaston Brosseau, laisser faire, ne rien faire et tout est fait. Gueluc l'a repris aussi d'ailleurs dans une belle formule. Il disait quand il n'y a rien à faire, finalement, laissez faire et tout est fait. Bon, c'est parfait. Mais bon, c'est compliqué cette notion de liberté. J'avoue que je ne suis pas expert pour rebondir vraiment sur ce que dit Joël, Antoine et les autres, mais je pense que ça nous renvoie, nous, je dirais, où commence ma vraie liberté, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Je ne sais pas. Franchement, je suis devant un vide sidéral, là. C'est-à-dire, c'est quoi ma liberté? C'est peut-être me raconter une histoire où je m'illusionne que je suis libre. Voilà. Mais comme disait Balzac, la dernière illusion est de croire qu'on les a toutes perdues. Bon, voilà, on peut aller dans ce sens-là. Mais en même temps, on a un petit espace, je crois, hein, quand même, contrairement à Spinoza, je pense qu'on a un petit espace de liberté, quoi, un petit degré. Voilà, c'est un tout petit degré. Et j'ai envie de dire, et là, je crois que c'est Martin Buber, hein, qui peut nous aider encore sur Souviens-toi de ton futur, quoi. Hein, c'est-à-dire, il y a une rétro-causalité quand même. C'est-à-dire, moi, j'ai fait tout à l'heure des séances, j'étais en thérapie narrative, on a fait des hypnoses, et ce qui a été redoutablement efficace, c'est qu'à un moment, la personne en transe, moi aussi un peu en transe, mais quand même, elle davantage, à un moment, a visualisé la sortie de son problème. Mais elle l'a visualisé scéniquement, métaphoriquement, merveilleusement. Et du coup, après, elle était mais soulagée, comme elle dit, ça fait 10 ans que je suis en psychothérapie, et là, en une fois, je vis quelque chose qui est, alors on est presque du côté de Rossi, là, du côté de l'illumination, sans que ça soit mystique, hein, on est bien d'accord. Mais là, il y a quelque chose qui est étonnant quand même. C'est-à-dire que là, il y a une réouverture des possibles, il y a eu un instant de liberté, parce que, quelque part, eh bien, il y a eu ce mouvement d'association, des associations, de retour, de balayage, quoi. Enfin, après, on peut dire... oui, Joël. Oui, oui, oui. Justement, ben, Gérard, là, enfin, je vais me permettre de dire me tend la perche, mais donc je vais la saisir. Euh, Attention, en tant que sexologue, ça peut être que critiqué, ça, hein. euh, Effectivement, je pense que s'il y a une liberté, c'est qu'on peut euh, mobiliser, je ne sais pas si on peut dire ce mot, la mobiliser ou essayer d'aller chercher avec le patient ou essayer de trouver avec lui, enfin, je ne sais pas, ou en tout cas l'aider à trouver ce chemin-là. Mhm, C'est la liberté de rêver. Parce qu'on est quand même dans un monde rationnel, hein, et on est dans un monde qui change aussi. Alors, je mhm, pense que là, c'est un autre plan, mais c'est un plan qui vraiment, ça c'est plus le plan effectivement de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, qui nous fait complètement évoluer, qui fait aussi évoluer forcément nos pratiques et nos façons d'écouter, d'observer. Si on est suffisamment à l'écoute du monde, on se rend compte que tout change. Donc, cette capacité à rêver
et à ouvrir ce champ onirique et à rêver éveillé. Enfin, avant, on parlait du rêve éveillé, mais on n'en parle plus beaucoup. Mais donc, par l'hypnose, qui est un des ingrédients de l'hypnose, hein, qui est un des ingrédients, à mon avis, fondamental. Ça, c'est vraiment un champ de liberté qui, à mon avis, peut être tout à fait enfin, actif dans la transe hypnotique et dans la prise en charge thérapeutique par l'hypnose. Parce que finalement, beaucoup de gens ne s'autorisent pas à rêver. Et ta patiente, finalement, elle s'est autorisée à rêver. Alors pourquoi elle s'est autorisée aujourd'hui? Parce que c'était avec toi ce jour-là et que peut-être elle était prête à le faire, tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, elle a fait un long travail et puis tout d'un coup, hop, les représentations sont venues, les images, enfin, les associations d'idées, comme tu disais très justement. Et tout ce travail de rêve me semble être quand même vraiment un espace de liberté de l'hypnose. J'aurais mis la liberté un pas après, en fait. J'aurais plutôt parlé éventuellement là de possible. Et en fait, moi, je suis un indécrottable rogérien, puisque chacun donne ses influences. Et c'est-à-dire que pour moi, la notion de liberté, c'est très Rogers, quoi. C'est-à-dire, c'est la liberté c'est plutôt de retrouver la possibilité de faire des choix et de devenir responsable de ces choix. Et j'aurais situé en fait la liberté juste le pas d'après, c'est-à-dire l'ouverture, elle me paraît nécessaire pour pouvoir précisément récupérer la liberté de choix. Si je veux des choix, il faut que je puisse aussi envisager des nouvelles options. Mais je situe pour ma part la liberté dans le pas d'après, quoi. C'est-à-dire lorsque se pose la question de la responsabilité. C'est-à-dire, il peut se passer beaucoup de choses dans les séances avec les patients. Concrètement, dans la vie, qu'est-ce que le patient va mettre en place, qu'il va assumer et qui va correspondre précisément à l'option qu'il a choisie parmi l'ensemble des illusions qu'il aura ouvertes en thérapie. Et c'est à ce moment-là, en fait, du pas que fait le patient, c'est-à-dire il prend une direction dont il va assumer qu'il doit rejeter toutes les autres pour pouvoir prendre celle-ci. C'est à ce moment-là que la liberté, à mon sens, commence. Et que parfois, parfois, ce moment-là est un moment qui est très compliqué en thérapie. Il m'arrive parfois, avec les patients, quand on arrive sur ce sujet-là, de prendre la métaphore d'Indiana Jones à la poursuite du Graal, qui est le quatrième Indiana Jones, si ma mémoire est bonne. Et donc, il y a plein d'épreuves avant qu'il retrouve le Graal. Son père a été blessé par balle, il veut le Graal pour pouvoir sauver son père. Bon, Freud aurait adoré cette histoire, à la fois le tuer, mais pas tout à fait le tuer pour que quand même on puisse exister. Et donc, du coup, il y a des épreuves, en fait, pour lesquelles son père lui a laissé un certain nombre d'indices dans un calepin, donc il traverse les différentes épreuves. Et la dernière épreuve, avant d'arriver à la caverne, en fait, où se trouve le Graal, il est sur le bord d'un précipice, dans lequel il n'y a pas de pont, il n'y a pas de branche auquel il va pouvoir lancer son fouet, etc. Il y a 10 mètres devant lui qui sont enfin, qui donnent directement en bas, et donc il sait que si jamais il tombe, bah, il meurt, quoi. Et il est là sur le bord du précipice et il doit faire le pas qui doit le mener jusqu'au bout. Et il est complètement tiraillé entre la raison qui est de rester sur ce bord-là et de ne pas faire le pas qui va aller vers la caverne du Graal parce qu'il y a tout ce précipice qui est devant. Et en même temps, il y a, c'est tout l'enjeu du film, une sorte de foi qui commence par l'amour de son père, dans lequel il faut qu'il aille de l'autre côté pour pouvoir aussi le sauver, c'est-à-dire pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Et à ce moment-là, il doit faire le choix du dernier pas pour aller vers cette caverne. Et je dis souvent aux patients, moi, je peux vous emmener que jusqu'au bord du précipice. Je ne peux pas aller jusqu'au bord du précipice. Et quand vous serez au bord du précipice, parce que là, pour l'instant, vous en avez un peu peur, mais enfin, il est un peu loin, quoi. Et mon job à moi va être de vous emmener là, vraiment au bord du précipice. Et là, à ce moment-là, se posera pour vous la question de savoir quel pas vous souhaitez faire dans votre vie pour concrétiser le chemin que l'on aura parcouru ensemble. Et là-dessus, moi, je ne pourrai pas vous aider. Voilà. Et pour moi, la liberté, elle est vraiment dans ce dernier pas, c'est-à-dire la responsabilité que l'on va prendre d'un acte dans son existence, et ce qui veut dire que l'on sacrifie tout le reste est jeté à la poubelle, et effectivement qui va suivre le travail que l'on peut faire avec l'hypnose, avec les thérapies narratives, etc. Ouais. C'est Patrick, vous ce que disiez tu quelque chose? décris, pardon, ce que Non, tu non, mais je t'en prie, décris, je parlerai après. Je t'en prie. je rebondis juste rapidement. Ce que tu décris, enfin, ça me fait penser, moi, à la notion de saut qualitatif de Kierkegaard,
sur lequel j'ai aussi beaucoup travaillé avec, d'ailleurs avec Robert quand je faisais mon travail. Il y avait Tu as de meilleures références que moi, hein, tu as noté, hein. Moi, c'est Indiana Jones Oui, ou c'est oui. Donc, ce saut Kierkegaard. qualitatif, c'est exactement ça. Et alors, pour être beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus concrète, c'est exactement ce qui se passe dans les thérapies sexologiques. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait dans le cabinet, mais il y a un travail qui se fait dans le lit, chez eux. Enfin, dans le lit, entre guillemets, ça peut être ailleurs, hein, évidemment. C'est symbolique. Tu as Mais le travail au lit du patient qui est donc il y la a le travail au clinique, lit du et dans patient, le lit, qui est le mais travail du il y a leur sexologue. travail dans leur Voilà. lit. C'est-à-dire Voilà. une fois qu'ils sont rentrés chez eux, voilà, qui sont. Alors évidemment, tout ça est très très symbolique, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur vie affective et sexuelle, de couple, de pas de couple, de ce qu'ils veulent. Mais voilà, il y a vraiment. Et le saut qualitatif, parfois, il ne se fait jamais. C'est-à-dire, ils avancent sur plein de plans dans le cabinet, ils sont très contents, ils reviennent, ils sont réguliers, et il n'y a rien qui se passe de plus dans leur vie intime. Donc, ce saut qualitatif, il est très mystérieux, hein. C'est la notion kierkegaardienne qui est très forte parce qu'elle est elle est un peu mystique aussi, un peu spirituelle, mais elle est, Oui. voilà. Bon, c'est tout. Je te passe la parole, Patrick. Juste avant de donner la parole à Patrick, quand on parle du choix, du non-choix, on est devant ça. Et c'est compliqué. On est devant un patient qui nous dit non, j'ai pas pu le faire. Non, c'est pas qu'il n'a pas pu le faire, c'est qu'il a peut-être choisi de ne pas le faire. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et ce non-choix, je crois que c'est une grande liberté qui fait partie du processus, du chemin qu'on va suivre. Patrick, je t'ai pas tout à l'heure, tu voulais Non, la non, je t'en parole, prie. je l'avais pas Non, donné. je suis ravi que Joël aime Kierkegaard. Moi aussi, enfin, bref, on en parlera. On a eu des profs de philo différents, mais bref, ça sera l'occasion d'une discussion à part. Non, je voulais revenir à cette notion que vous avez mis en avant, qui est très importante, de la confiance en l'autre. Pourquoi je fais confiance au thérapeute? Pourquoi? Moi, je pense que on fait confiance en l'autre quand on a abusé de soi-même. C'est-à-dire quand on est, à force de réflexion, devant des impasses que l'on pressent comme des impasses, mais que l'on refuse comme des impasses. Et donc, on essaye de trouver en l'autre la liberté qu'il est censé insuffler alors qu'elle n'existe pas. Elle ne peut exister, comme le disait Antoine, que dans un accompagnement jusqu'à, alors l'épreuve, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, jusqu'au regard sur soi-même. Mais comme c'est très difficile de se regarder soi-même jusqu'au bout, dans ce cas, la confiance au début, j'allais dire, une condition pour pouvoir progresser. Mais est-ce que on va s'arrêter ou non? Je ne sais pas, moi je ne suis pas thérapeute, mais ça m'intéresserait de voir parmi vos patients ceux qui vont jusqu'au bout d'une démarche. C'est-à-dire que y a un moment où on s'entend dire des choses que l'on sait profondément, mais qu'on ne veut pas admettre. Et à partir de là, on est devant véritablement une impasse, c'est-à-dire qu'on donne au thérapeute un peu le pouvoir de la grâce. Je veux dire qu'on le divinise, alors qu'en fait, il n'est pas là pour ça. Mais il nous a fait faire un bout de chemin. Alors après, c'est très Kierkegaard. Ça veut dire, on peut épuiser tout ce qu'on veut, mais il y a un moment, on est tout seul. Et quand on est tout seul, on fait quoi? Et là, j'en reviens rapidement puisqu'on parlait de Fromm et chacun de ces vieux auteurs qui nous ont quand même influencés, en tout cas conceptuellement. Dans l'école de Francfort, il y a Marcuse aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé Marcuse quand j'étais jeune, parce que les trucs freudiens, ça m'emmerdait un peu. Je disais, bon, c'est sympa, le papa, la maman, les Grecs et tout, mais quand même, on vit dans un univers très particulier qui est celui de la contrainte, et de la contrainte matérielle. Et donc, là, on en revient à une analyse très marxiste, etc. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que Marcus disait que les seules personnes capables de changer la liberté, enfin, de changer la société en étant totalement libre, et en s'affranchissant des limites que l'on donne, ce sont les étudiants. À cette époque, ça devait être vrai. C'est plus du tout le cas maintenant, avec toutes les bourses et tout. Donc, ils sont en plein dans le système comme tout le monde. Mais aujourd'hui, le vrai fou, enfin le vrai libre, la vraie personne libre, c'est le fou. Sauf que le fou, il arrive à rien. Je veux dire, il est libre pour lui-même. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que, si je suis tout seul dans une prison, est-ce que je suis libre? J'en sais rien. Enfin, je veux dire, c'est des trucs complètement dingues. Ce qui m'intéresse, c'est le moment de dire, ce qui m'intéresse, c'est comment ma liberté, ou l'idée que j'ai de la liberté,
peut me permettre de mieux vivre, c'est-à-dire de mieux m'accepter. La vraie liberté, c'est d'arriver à comprendre enfin ce que je suis. C'est Mark Twain qui disait, il y a deux moments importants dans la vie. Le premier, c'est quand on est, et le deuxième, c'est quand on sait pourquoi on est né. Alors, le deuxième, c'est compliqué, hein, je reconnais, mais c'est ça le chemin. Le reste, ce sont des concepts. Je veux dire que on a envie d'eux, mais on n'en sait rien, puis ça fait peur quand même. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être libre jusqu'au bout? J'en sais rien, hein, très honnêtement. J'ai simplement envie que l'idée que j'ai de la liberté me permette de me regarder fonctionner et de comprendre en quoi je peux dépasser un certain nombre de mes contraintes à moi. Voilà. Et puis si je peux les partager, alors là, c'est génial. Antoine? Il y avait... Oui, tu as cité, juste pour la petite anecdote, tu as cité le cas de la prison, prison et liberté. L'une de mes doctorantes, tu situes déjà hein, la liberté, asservissement, c'est l'une de mes doctorantes qui s'appelle Justine Chevance, et qui est encadrée également par Marion Perrault et qui travaille sur la pratique de l'hypnose, de l'hypnothérapie en fait auprès des personnes incarcérées dans un public particulier, qui est un public atteint de psychopathie. Et pour la petite anecdote, en fait, donc on doit passer devant le comité éthique pour avoir une recherche que l'on peut réaliser. Et l'une des remarques qui lui a été faite, globalement, si je la résume, c'est comment est-ce que l'on peut parler de liberté avec l'hypnose, donc comment est-ce que l'on peut parler de liberté avec des gens qui sont emprisonnés. Mais il y a vraiment la question aussi, l'autre élément l'autre question que tu as posée et qui fait que tous thérapeutes, on devrait ne pas pouvoir endormir tellement la question est cruciale, c'est la question du changement. C'est qu'est-ce qui fait finalement que ce dernier pas va être possible. Et ce qui me venait en tête, en fait, quand je t'écoutais, et puis le lien aussi avec ce que disait Joël tout à l'heure, c'est que, en fait, la liberté se construit donc dans une relation que l'on va avoir par rapport à l'autre, et en particulier une relation d'influence. C'est-à-dire que je viens rechercher l'influence de l'autre pour pouvoir me guider là où est précisément je suis dans un cul-de-sac, ce que tu décrivais à l'instant. Et que sans doute ce que l'on appelle liberté, c'est cette capacité, d'une part, à situer la façon dont l'influence de l'autre va être présente, en tout cas de venir la chercher, mais d'acquérir progressivement la capacité de pouvoir la rejeter. Et il y a plein d'études qui portent sur les processus de changement et ce qui fait que quelque chose va changer chez les patients. On n'a pas évidemment le Graal, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, mais on a juste des faisceaux de présomptions. Et en particulier, on s'est beaucoup intéressé à la question de l'alliance thérapeutique, autre gros terme que l'on emploie beaucoup en hypnose, et souvent, d'ailleurs, il faut le dire, assez mal. Et notamment, ce que montrent les études sur l'alliance thérapeutique, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait dire intuitivement, la pire des situations, c'est lorsque l'alliance thérapeutique est de bonne qualité. C'est-à-dire que la meilleure façon que le patient soit complètement asservi dans la thérapie à quelqu'un, c'est que le thérapeute recherche d'avoir une bonne qualité relationnelle avec son patient. Vous êtes parti pour un truc qui va mal finir ou durer des années et des années. Ce que montrent les études, c'est que le changement survient lorsqu'il y a précisément une fracture dans l'alliance. C'est-à-dire lorsque le patient n'est pas d'accord, s'oppose à son thérapeute, et qu'à partir de là, c'est-à-dire, si je reprends les termes d'aujourd'hui, quand il prend sa liberté dans l'influence qu'a exercé le thérapeute sur lui, à ce moment-là, survient la question du changement, ou plutôt la possibilité du changement, à une condition malgré tout, c'est la tolérance du thérapeute à cette fracture relationnelle. Et ça, parfois, en termes d'ego et de narcissisme du thérapeute, c'est pas simple, mais c'était effectivement d'arriver à saisir la situation qui se passe et de pouvoir s'adapter à précisément ce patient qui dit non à un moment donné, alors même qu'on aimerait, nous, qui disent oui au chemin qu'on est en train de dessiner, eh ben non, il va dire non. Et l'étude sur l'alliance dit que c'est justement quand il y a une mauvaise alliance, c'est-à-dire quand il y a une rupture, il ne faut pas chercher à être violent avec les patients, hein, c'est pas ça du tout, mais en tout cas, c'est le fait de dire que le confort est antinomique du changement et que c'est la rupture, c'est-à-dire précisément lorsque je refuse l'alliance de l'autre, qui fait que le changement va survenir. Et là, pour le coup, cliniquement, on a plein d'histoires dans lesquelles on ne s'attendait pas à ce que les patients changent et ils ont changé, et d'autres, au contraire, ils étaient tellement bien avec nous que finalement, ils ont pu nous dire éventuellement que ça allait un peu mieux, mais dans la réalité, le dernier pas en avant, il est plus compliqué à trouver. Mhm. Petite anecdote sur Lacan, justement, qui va dans le sens d'Antoine, Mm. parce que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant un de ses élèves. Et un jour, Lacan était en train de ronfler pendant
une analyse, et il faisait du bruit, parce que quand on ronfle, ça peut faire du bruit, surtout quand on a picolé avant. Et donc, le patient se met d'un seul coup, se réveille, arrête de raconter son histoire et dit, mais vous ronflez au prix où je vous paye, c'est scandaleux. Et Lacan lui a dit, vous ne m'avez même pas fait rêver. Et je pense que là, c'est un vrai échange. C'est-à-dire que si vous faites rêver votre thérapeute, c'est merveilleux parce que vous allez aussi pouvoir vous-même rêver. Parce que c'est quoi un thérapeute? C'est juste, enfin, pardon, c'est méchant ce que je veux dire, mais c'est avant tout une structure. Mhm. Une structure avec un process, vous voyez, c'est un truc comme les ingénieurs, les machins. Mais ce qu'on lui demande, c'est de dépasser ça, c'est d'être au-delà et de révéler ce que je pressens en moi, mais que je n'arrive pas à formuler, et ce qui va me faire progresser. Après, j'assume ou pas, ça c'est autre chose. Mais c'est à la fois rassurant, et en même temps, effectivement, la rupture ne peut venir que d'une gifle. Le Pour reste, moi, on part. je te rejoins vraiment sur la définition de thérapeute et je vais faire le lien avec la première chose que disait Joël tout à l'heure. Pour moi, la définition d'un thérapeute, c'est quelqu'un qui sait construire un cadre thérapeutique et l'adapter. C'est juste ça pour moi, un thérapeute. Quelqu'un qui sait construire un cadre et qui sait adapter son cadre, dont les moments dont on est en train de parler. Et vouloir plus quand on est thérapeute, c'est déjà trop. Ouais, déjà, savoir faire ça, on a déjà pas mal de pain sur la planche pour y arriver, quoi. Mais pour moi, c'est vrai, c'est la première chose qu'a dit Joël tout à l'heure. Pour moi, c'est Mhm. fondamental. C'est savoir construire un cadre et savoir l'adapter. Voilà, c'est juste ça. Mhm. Oui, C'est pour ça que ça peut nous permettre de rebondir sur l'éthique, Mm. parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, enfin, on a Alors, parlé sur juste avant, Joël, Sophie avait demandé tout à l'heure, et j'ai Ah, bien vu pardon. sur Oui, l'écran. oui. Oui, alors, à vous écouter, merci de cette conférence et de ces échanges. J'avais envie de vous dire quelque chose auquel j'ai assisté samedi. En fait, samedi, il y avait le congrès Émergence à Paris, qui est un congrès aussi de très grande qualité. Et il y a Pierre Castelnau qui est intervenu, qui est le président de la CFHTB, la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève, et qui parlait de ses recherches avec les enfants atteints de troubles déficitaires de l'attention, les TDAH. Et il disait, finalement, moi, mon objectif, il parlait de sa recherche, etc. C'est très intéressant, vous pouvez l'écouter, on peut trouver ça sur YouTube. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est de faire de bons citoyens. C'est de faire de ces personnes de bons citoyens. Donc ça questionne sur la liberté et sur l'intégration et sur la notion de qu'est-ce que fait le thérapeute. Est-ce que nous sommes des agents d'intégration? Point d'interrogation. Et puis la deuxième chose sur laquelle que vous me faites penser, et je trouve ça très intéressant, c'est l'alliance, finalement, l'alliance thérapeutique, comme dit Eric Bardot, patron de Mimétis. Eric dit souvent que finalement, l'alliance thérapeutique et le cadre thérapeutique proposé par le patient, c'est la possibilité de se voir, de se sentir, de s'expérimenter d'une autre façon. Et est-ce que ce serait pas ça, cette notion de liberté? La possibilité de s'expérimenter dans ce cadre-là, parce que justement, il y a quelque chose autour de la confiance de pouvoir dire oui, pouvoir dire non, et pouvoir finalement choisir. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole, Pascal. Merci, Sophie. Joël. Joël. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Sophie. Et c'est pour ça que la question de l'éthique, elle est fondamentale, parce que pour le coup, si je rebondis sur ce que tu as entendu de la parole de Pierre, être un bon citoyen, c'est avoir des valeurs, alors je ne sais pas si c'est des valeurs républicaines, mais enfin, en tout cas des valeurs qui nous permettent de vivre ensemble, on va dire. C'est peut-être ça qu'il a voulu dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas interpréter sa parole, mais je pense que la question éthique, là, elle est au cœur de son interprétation. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus être un thérapeute sans éthique. Ça me semble. Alors, en plus, moi, dans mon domaine, c'est encore plus marqué parce que la question du passage à l'acte est centrale, ou du non-passage à l'acte, plus exactement. On va plutôt le dire comme ça. Donc, et c'est posé, on le sait, pour beaucoup de sexologues, voilà, il se pose encore parfois. Donc, on sait bien que cette question-là, à partir du moment où on est aussi confronté à la question du corps, parce que il s'avère que, bon, dans mon domaine, on est quand même confronté beaucoup à la question du corps.
la question éthique, elle est fondamentale, et de l'éthique comme cadre intériorisé par le thérapeute, et non pas comme quelque chose de plaqué, etc. Mais vraiment une éthique intériorisée. Et ça, c'est un vrai travail aussi. Et encore aussi du côté des évolutions sociétales aujourd'hui, où on peut être bousculé par tout ce qui se passe sur plein de plans. Donc voilà, donc je pense que la question de l'éthique, elle est peut-être encore plus sensible qu'elle ne l'a été. Elle a toujours été, mais elle est encore plus sensible aujourd'hui. Je ne peux pas Et en non plus. hypnose aussi. Pour le coup, là, je pense que c'est le cadre à la liberté, c'est un des cadres de la liberté, l'éthique. Et les valeurs qui la soutiennent, parce que quand on parle d'éthique, j'ai regardé la définition de l'éthique, je vais essayer de la revoir, parce que, voilà, et on s'aperçoit quand même bien que éthique et morale, c'est très proche au niveau de la définition, hein, même des définitions grecques et latines. C'est quasiment la même chose. Alors nous, on fait un distinguo parce que dans la morale, on y met du dogme, on y met des valeurs issues de différentes cultures, etc. On y met surtout du dogme, en fait, hein. La morale est beaucoup plus dogmatique. L'éthique, elle est dégagée en principe du dogme. C'est ça qui fait la grande différence, mais il n'empêche que c'est quand même très proche. Et puis la question des valeurs qui soutiennent, alors après, quelles valeurs et nous, on a des valeurs, enfin moi je travaille beaucoup sur les valeurs des droits humains, bon, qui sont un certain nombre, et en particulier pour la santé sexuelle, mais je pense qu'elles sont vraies aussi pour dans plein d'autres domaines, ces valeurs-là. On a parlé de la sécurité, c'en est une. Il y en a d'autres. Je ne pourrais pas évidemment non plus traduire ce que voulait dire Pierre Castelnau. Il y a juste un contexte dans lequel je me retrouve par rapport à cette phrase-là, c'est que nos métiers de thérapeute, en vrai, sont des métiers du social. C'est-à-dire que, notamment avec l'hypnose, qui fait partie des sciences humaines et sociales, hein, c'est la psychologie, hein, sciences humaines et sociales. Et donc, effectivement, je pense que quand on fait de l'hypnose, y compris en médecine, en fait, on devient un acteur des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire que se pose la question finalement de la place de la personne, on peut l'appeler citoyen si on le souhaite, de la place de la personne dans son environnement, de son adaptation, des points cardinaux qu'il peut se donner lui-même pour pouvoir finalement être un individu qui va se respecter, qui va s'affirmer, qui va s'identifier. Cette dimension sociale, en tout cas, je me retrouve assez dans la démarche, dans cette démarche-là. Pour reprendre peut-être ce que tout à l'heure Patrick disait, moi par rapport au fou que tu disais tout à l'heure, moi je suis pas, je pense que c'est plutôt la société, précisément le social, qui leur donne pas forcément toute la liberté auquel ils pourraient prétendre, et que finalement c'est ça où pour moi la démarche éthique pose question, c'est jusqu'où aller finalement. Le fou par définition, c'est celui qui va finalement agir selon une liberté, je ne vais pas dire sa liberté, mais selon une liberté, celle que lui donnent ses cellules, son inconscient, si on veut bien y croire, son conscient, la situation, ses angoisses, etc. etc. Euh, et à partir de là, la société va probablement lui dire, voilà jusqu'où est-ce que tu dois aller. C'est vraiment la place du fou dans la société. Et pour moi, la démarche éthique, elle est aussi de pouvoir, via la notion de valeur dont parlait Joël tout à l'heure, à un moment donné de l'histoire, dans la société qui est la nôtre, éventuellement selon la définition du citoyen qu'on souhaite donner, de pouvoir dire, bah, voilà comment aussi j'entends la liberté, ou plutôt jusqu'où peut aller la liberté de chacun. Et que la démarche éthique, elle est peut-être aussi de pouvoir avoir un regard là-dessus. C'est-à-dire lorsque l'on reçoit une personne, même si on la reçoit de façon isolée, si on ne fait pas thérapie de couple ou familiale, d'avoir aussi un regard sur c'est quoi l'environnement social de cette personne. Dans la folie créatrice de celui qui est en face, qui va chercher les folies créatrices, c'est-à-dire dans celui qui va essayer de faire de l'illusion un chemin pragmatique pour devenir quelqu'un d'autre que celui qu'il est, même si on ne se quitte jamais tout à fait. Dans cette folie créatrice-là, dans laquelle on va l'accompagner, cette personne-là, finalement, jusqu'où est-ce que l'on va autoriser ce mouvement-là, c'est-à-dire dans le cadre qu'on lui donne, à quel moment est-ce qu'on va lui signifier que peut-être là, les choses vont trop loin, ou peut-être là, les choses semblent plus du côté de l'impossible que du possible. Et la démarche éthique,
probablement on tient compte aussi de cette situation-là, c'est-à-dire de la façon dont je regarde la société, dont je comprends l'environnement du patient et dans lesquels je me dis ça c'est possible et ça ne l'est pas, ça me paraît dangereux et ça ne l'est pas. Je vais exercer une influence pour pouvoir le dire au patient. Ma démarche éthique est de ne pas l'imposer, c'est-à-dire de ne pas le présenter comme étant une contrainte ou une façon de voir les choses, mais de suggérer qu'on peut aussi voir les choses de cette façon-là et du coup de voir ce qui va bien pouvoir en faire. Et c'est cette interrogation-là qui me paraît toujours extrêmement compliquée et en même temps nécessaire, de comment précisément je manie cette influence que j'exerce vers l'autre. Cette influence dont on disait tout à l'heure qu'elle est nécessaire parce que c'est au prix de cette influence et de cette relation à l'autre que va pouvoir apparaître la notion de liberté, mais cette influence qui peut facilement passer du côté de l'emprise aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, dans la position de superbe que tu décrivais, Patrick, tout à l'heure, du côté du thérapeute, à un moment donné, cette position de superbe, parce que les patients aussi, parfois, précisément, nous accordent beaucoup trop de crédit, parfois, effectivement, cette influence peut aussi faire, malgré nous, dans le meilleur des cas, emprise, en fait, sur le patient. Et la démarche éthique, probablement, elle naît dans ce besoin viscéral, chevillé au corps de tout thérapeute, de se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Lorsque je fais une bête suggestion de lévitation de la main en hypnose, qui est probablement l'archétype métaphorique de la notion de liberté, regardez comment, voilà, bon, votre légèreté, liberté, etc. Quand on est en train de faire une bête lévitation de la main, même si c'est un exercice qui est moins bête que ça, mais une bête lévitation de la main, quand on est juste là-dessus, qu'est-ce qu'on est en train de signifier à l'autre? À quel point le fait de lui dire, observez comment votre corps est en train, par lui-même, de prendre suffisamment de liberté et de légèreté pour pouvoir faire, à quel moment est-ce que je vais considérer que peut-être cet exercice si anodin peut être profondément effrayant pour le patient, profondément effrayant, de sentir à un moment donné que quelque chose lui échappe. Il ne lui restait plus qu'une chose pour vivre à ce patient-là, c'était son corps. C'était le fait qu'il avait une organicité qui le maintenait dans l'existence. Et pour certains patients, le fait d'aller vers cet affreux mot de lâcher prise est profondément effrayant pour eux parce que on leur enlève le dernier échelon qui les maintenait sur le sol, quoi. Bien sûr. C'est ça pour moi la démarche éthique. C'est-à-dire de dire, OK, j'ai ma technicité que j'ai apprise, OK, je sais accueillir et recevoir le patient, mais quand je propose ce que je suis en train de proposer, finalement, quelle incidence cela peut avoir sur l'autre? Et ça ne veut pas dire ne pas le faire. Cela veut dire que peut-être dans la façon que l'on va avoir de le présenter, dans la reprise nécessaire, il faut arrêter de dire qu'en hypnose, on ne doit pas parler après les séances. L'espace de parole après les séances est fondamental. L'individu se définit par la parole qu'il a sur lui-même. Si on ne lui laisse pas la possibilité de créer sa mythologie par la parole après une séance d'hypnose, on a foiré la séance d'hypnose. Et donc, y compris dans les mots que l'on va poser après la séance d'hypnose, qu'est-ce que l'on va nous en dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on va mettre dans un espace de discussion en disant qu'avez-vous ressenti, compris de cela, et comment est-ce que vous pouvez vous faire vôtre cette expérience que vous venez de faire. Cet espace-là, il est fondamental pour ne pas laisser le patient avec des expériences qui parfois sont des expériences, je ne vais pas dire traumatisantes, c'est un mot qui est absolument galvaudé, mais qui en tout cas peuvent être très effractantes, quoi, hein. Le fait de sentir son corps qui se dérobe à un moment donné sous l'influence de quelqu'un d'autre, même quand on n'a pas de passé traumatique, c'est loin d'être une expérience anodine, quoi. Et se poser la question, qu'est-ce que je fais? Pour moi, c'est vraiment l'ancrage éthique terriblement compliqué, terrible aussi en termes de responsabilité, mais nécessaire en tant que thérapeute. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que beaucoup de patients nous disent, enfin, ont déjà dans leur tête un peu ce qu'ils attendent de. Enfin, ils pensent qu'on attend quelque chose d'eux, en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là plutôt, hein. Souvent, ils nous disent, bon, voilà, j'ai vu ça, j'ai senti ça, etc., etc. Mais est-ce que c'était. Alors, c'est le syndrome du bon élève, hein, on sait très bien, surtout au début. Mais effectivement, ils ont déjà une représentation de ce qu'on devrait nous attendre de ce qui se passe dans la séance. Alors que, effectivement, notre rôle, c'est d'accueillir simplement ce qui vient et de leur signifier. Je pense que ça, c'est important. Leur signifier qu'on accueille ce qui vient et qu'on n'a pas d'idée préconçue. Mais souvent, ils sont aussi eux-mêmes dans ce processus anticipatoire, je veux dire. Ah, mais tous les pièges, ils nous les tendent, hein, je suis d'accord, hein. Tous. Tous nous mettre en échec en disant, bon, non, j'ai rien senti, c'est Ouais. rien passé. Mais ça, vous avez tous vécu ça, je pense, Mm. déjà. Non, Gérard, tu as un mot là-dessus à nous dire? Un gros lapsus.
Non, sur ces mots, tu as quelque chose à nous dire, hein? Non, je crois qu'après Antoine Bioy, c'est encore du Bioy, quoi. C'est-à-dire ce qu'il a dit, il aurait dû faire psy, ce gars-là. Enfin, vraiment, il est vraiment très, très bon. Non, on pourrait dire en jeu d'humour que la vraie liberté, c'est quand personne ne vous attend, et la vraie solitude, c'est quand vous attendez n'importe qui. C'est-à-dire que c'est vraiment dans cette dynamique relationnelle que les choses se passent. Je reviens sur l'alliance qu'on évoquait tout à l'heure, enfin que Antoine et d'autres ont évoqué, qui me paraît absolument fondamental, de dire que si l'alliance est bonne, attention, danger, comme on dit. C'est-à-dire, c'est pas un lac tranquille, quoi. Si c'est un lac tranquille, ça risque de ne pas fonctionner. Mais dans les blessures d'alliance, comment tu fais quand il y a une blessure d'alliance? Tu évoquais la responsabilité tout à l'heure à juste titre, que la liberté commence avec la responsabilité. Si on prend l'étymologie du mot responsable, c'est sponsoré, c'est une promesse de fiançailles. Hmm. Donc c'est un engagement. Hmm. Et on Je, voit bien je- qu'on est tout le temps pris dans ce paradoxe-là, c'est-à-dire c'est pas des contradictions, c'est des niveaux de logique différents entre OK, il y a l'alliance, il y a les blessures d'alliance qui peuvent arriver, qui peuvent permettre justement une émergence de liberté, et en même temps, je suis engagé. Oui, oui, Et c'est là où est l'éthique. Enfin, oui, c'est là où absolument. c'est. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Gérard. Et nous, alors évidemment, dans mon domaine, et en particulier avec les couples, euh, on voit bien que ça pose la question du consentement. On y reviendra, hein. Je crois qu'on va faire une conférence sur le consentement, mais c'est vraiment cette question-là, parce que quand il y a cette petite lumière qui s'allume dans la tête des individus, on va pas mettre des hommes ou des femmes, mais enfin de l'individu qui est là, pour pas trop genrer les choses et pas trop mettre dans la stigmatisation, parce qu'on pense toujours que c'est les femmes qui disent des choses comme ça, donc il faut vraiment s'en méfier. Mais je pense que c'est cette petite lumière qui s'allume de prise de conscience à un moment donné, par exemple sur l'histoire du consentement dans un couple, du consentement sur la relation sexuelle, sur l'histoire du devoir conjugal, enfin il y a plein de Hum. choses. De ça. Évidemment, c'est mon domaine, donc c'est quelque chose que je connais bien. On voit bien que cette petite lumière, eh bien, elle peut être extrêmement déstabilisante. Elle peut, parfois, c'est aussi notre. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on s'engage avec ça? Parce qu'on a tous des engagements personnels. Évidemment, ça peut être tout à fait pour quelqu'un comme moi facile de dire mais votre consentement n'est absolument pas là, etc. Enfin, d'être dans quelque chose de très, très engagé, ce qui naturellement pourrait être ma réaction d'ailleurs. Hein, mais effectivement, la finesse clinique fait que bah, ça ne se dit pas forcément comme ça, même si on le pense. Donc, je pense que cette question de l'engagement, et en même temps, parfois, il faut le dire. Les deux sont vrais. Parfois, il faut pouvoir le dire. Parce que c'est ça qui va permettre aussi à cette personne d'avancer et de pouvoir mettre en route la dynamique du changement. Donc, c'est là où c'est très, très subtil. hmm. Il y a, Marc, pardon. pardon. Marc, tu veux nous dire quelque chose sur ce sujet? Oui, bah, moi j'ai été très intéressé pour deux raisons. La première raison, c'est que cette notion de liberté, vous en avez évoqué euh, beaucoup d'aspects, et en fait, il n'y a pas de réponse. Et donc ça me plaît beaucoup, parce que tout est ouvert. La vision d'Antoine, avec la limite de la liberté, la liberté intrinsèque et extrinsèque de Joël. Vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. Et au finish, il y a des réflexions, des portes d'entrée, où le monsieur journaliste, mais il n'y a pas de réponse. Et ça me plaît beaucoup. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je vais redescendre un peu d'un étage, si vous me permettez. Et je vais aborder le problème de l'éthique. Là, il y a des enseignants, il y a des directeurs de centres d'enseignement. Et pour reprendre l'expression de Joël que j'ai bien aimée, l'intrinsèque et l'extrinsèque. Mais moi, je vais parler de l'éthique extrinsèque, c'est-à-dire l'éthique du thérapeute vis-à-vis de lui-même et de sentir. Alors, on parle de formation et sentir qu'à un moment, il n'est pas formé, il n'est pas à sa place, il n'est pas compétent, il n'est pas moral, etc., pour prendre en charge des patients. Alors, ça fait redescendre un peu d'un étage, là, parce que vous êtes. Voilà.
mais je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Antoine, tu le sais très bien, c'est des réflexions qu'on a au collège, par exemple, des médecines intégratives, parce que l'hypnose n'est qu'une forme de prise en charge intégrative dans un processus, hein. C'est actuellement la direction que ça prend. Euh, et je crois que cette éthique-là, elle est très importante à mettre en place actuellement parce qu'il y a des dérivés éthiques ou morales, parce que Joël a employé ce mot-là, et ça me paraît très très important de l'intégrer, au moins de le signaler. Alors je J'ai descends peut-être un étage là, un petit peu, Non, non, voilà, non, mais, on peut pas ne pas passer outre, passer outre. Parce que oui, là, actuellement, c'est complètement, vous me connaissez un peu, et donc je vous dirais, actuellement, c'est complètement déconnant. pour moi, merci de tes deux propos. Alors, sur les certitudes, il nous reste 10 minutes, hein. Laisse-nous peut-être la chance de pouvoir nous tromper en donnant des certitudes sur la liberté d'ici 10 minutes. Sur le deuxième point, pour ma part, en tout cas, cliniquement, il y a un point qui peut-être est issu de mon ressenti personnel, qui me paraît important, euh, je trouve qu'un un thérapeute n'est jamais aussi bien et aussi bon que lorsqu'il ne se sent pas légitime dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que je trouve toujours très dangereux qu'un thérapeute ait l'impression d'être à sa place. Alors, je compléterai par rapport à ce que tu dis, parce que sur le fond, on est d'accord, mais je trouve toujours très dangereux qu'un thérapeute se trouve à sa place parce que je trouve que c'est une posture qui devient compliquée pour ouvrir ensuite à la question du non-savoir, c'est-à-dire quelqu'un qui a su apprendre pour ensuite pouvoir désapprendre. Et que le sentiment d'illégitimité, le syndrome de l'imposteur, moi j'encourage vraiment tous les thérapeutes à l'avoir, ce syndrome de l'imposteur et de se sentir illégitime. Parce que celui qui nous rend légitime, c'est le patient qui est en face, qui nous donne mandat pour pouvoir intervenir auprès de lui à un moment donné. Par contre, là où je te rejoins, et je pense que c'est pour ça que je disais qu'au fond, on se rejoint là-dessus, c'est qu'au niveau vraiment de la structure et du cadre, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que savoir construire un cadre et l'adapter, ça ne s'invente pas. Ça ne se fait pas au doigt mouillé, ça ne se fait pas à l'intuition. Et que là, pour le coup, il y a une légitimité de parcours. Mm. Et je pense qu'il y a une légitimité de parcours et de savoir qui permet effectivement qu'un individu puisse se positionner comme étant je suis légitime, mais j'ai quand même l'illusion que peut-être je pourrais vous servir à quelque chose, ce qui est une autre ambiguïté. Et par contre, cliniquement, pour ma part en tout cas, je trouve que le sentiment d'illégitimité et le syndrome de l'imposteur, il ouvre vraiment vers une position du non-savoir, de l'ignorance, c'est-à-dire de l'intérêt que l'on va porter à l'autre, parce que tant que l'autre ne nous a pas donné mandat pour pouvoir l'aider là où il se trouve, l'accompagner au bord du précipice dont je parlais tout à l'heure, dans la sécurité du cadre qu'on a su construire parce qu'on a un parcours qui nous autorise à pouvoir le faire, tant que précisément ce mandat ne nous a pas été confié par le patient, à ce moment-là, s'arroger le droit de pouvoir intervenir, ça me paraît être une entreprise pour le coup assez folle, c'est-à-dire non éthique, précisément non éthique. C'est-à-dire de pouvoir considérer que parce que l'autre est dans une position d'intimité par rapport à moi, son intimité m'appartient. Il y a plein de répercussions. J'en parle parfois avec des. J'ai l'impression de parler d'autre chose, mais en fait, je parle de la même chose. J'en parle parfois avec des modérateurs de pages sur Facebook, etc. Mais je suis absolument effrayé par toutes ces personnes qui reçoivent des patients et qui racontent leurs histoires cliniques sur les réseaux sociaux. Il ne suffit pas de gommer un nom, il ne suffit pas de gommer une date de naissance pour prétendre que la personne, du coup, possède un masque et qu'on peut donc parler d'elle. Non, une personne que l'on reçoit est une personne qui nous confie des choses dans précisément une relation d'intimité, et ma position d'illégitimité fait que je n'ai pas le droit de le garder. Je n'ai pas le droit de garder ça ne m'appartient pas jamais. Et donc, je n'ai même pas le droit, en dehors d'un superviseur, si j'ai un superviseur, je n'ai même pas le droit d'en faire écho, quand bien même je masquerai le nom de la personne, le nom de l'institution, etc., etc. Mm. Et du coup, je te rejoins vraiment, vraiment sur le fait que la construction du cadre thérapeutique et ce qui légitime le cadre thérapeutique, c'est le parcours. Clairement, c'est le parcours, et dans certains cas, les diplômes, mais c'est une légitimité de parcours. Et par contre, effectivement, dans la clinique, évidemment, on a un ami en commun, toi et moi, avec beaucoup de personnes ici, et pour ça, évidemment, qu'on pense à lui, mais il me semble que c'est précisément cette illégitimité, en fait, ce sentiment d'illégitimité, ce sentiment d'être un imposteur, qui, jusqu'à ce que le patient nous donne un mandat, va permettre d'ouvrir vers
vers le non-savoir, vers la position d'ignorance, et qui finalement nous autorise, ça t'est cher, je le sais, à la position d'être là. Je suis là, en fait. Je suis simplement là, dans ce temps et ce moment absolument suspendu, dans cette situation si particulière. Mais pour moi, cette liberté dont on parle et dont découle effectivement la position d'éthique, elle est vraiment là-dessus. C'est-à-dire ne pas s'arroger quoi que ce soit qui provienne du patient à n'importe quel moment et s'inscrire dans une démarche dans laquelle je ne me mets pas dans la position dont parlait Joël tout à l'heure, c'est-à-dire dans la position de thérapeute tel que le fabule le patient. Et bien sûr qu'il y a, voilà, bien sûr qu'on sait pourquoi il le fabule comme ça, il a le droit aussi, etc., mais de surtout, surtout ne pas croire que je suis thérapeute. Jamais. Je suis dans une position d'ignorance absolue dont mon parcours néanmoins légitime une place dont je ne sais rien tant que vous ne m'avez pas demandé pour, et quoi que vous me disiez et que l'on fasse en termes de démarche ensemble, il n'en ressortira jamais rien de cette pièce parce que précisément ça ne m'appartiendra jamais. Et cette notion-là me paraît être vraiment une notion tout à fait importante. Euh, euh, je ne vais pas utiliser le gros mot d'humilité parce qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire position haute que la position basse, quoi, hein. Donc, je ne vais surtout pas parler d'humilité, mais en tout cas, effectivement, d'avoir ce profond sentiment d'illégitimité me semble vraiment très important pour construire une démarche éthique d'adresse vers le patient et qui ensuite va ouvrir dans le lien que l'on a avec lui pour les choses, enfin, pour les dimensions qu'on a évoquées tout à l'heure, qui va permettre précisément d'avoir ce jeu d'influence, de rupture de l'influence, pour pouvoir en construire quelque chose, quoi. Je dirais, pour Dieu que rebondir c'est un peu, compliqué, on Antoine, a l'air de savoir, mais Dieu que c'est compliqué. pour faire le lien entre ce que tu viens de dire, tout ce que vous avez dit, et François Roustan, je dirais que pour donner de la légitimité à la liberté de se sentir illégitime, tu es d'accord? Je vais vous citer quelques lignes de François Roustan. Alcibiade pensait, il le lit lors du banquet, qu'il suffisait de s'asseoir à côté de Socrate, d'être en contact avec lui, de le toucher, de le séduire pour partager sa sagesse. Les commentateurs se gossent de sa naïveté ou de sa sottise, mais ils ont tort. La rencontre avec un homme ou une femme libre ne peut pas ne pas avoir de conséquences. D'où la question que doit se poser un thérapeute aujourd'hui. En cet instant, face à cette personne, est-ce que je me sens libre, libre de l'angoisse de bien faire, libre de théorie, de jugement, de préjugés, du besoin de réussir? Point d'interrogation. La seule question suffit parfois à se placer déjà ou à commencer à se placer dans la réponse. Nathalie, tu veux nous dire quelque chose? Je te redonne le micro. Non, pas particulièrement. Je vous remercie. C'est une conférence qui est vraiment fort intéressante et merci pour l'invitation. Rien de particulier. Dans tous les cas, je suis très contente d'entendre là cette citation de François Roustan et puis de rencontrer quelques figures que j'avais vraiment envie de voir ou de revoir. Donc, merci. Merci pour l'accueil. Merci Nathalie. Gérard. Non, d'abord, je voudrais remercier aussi Marc Galli pour son dernier ouvrage, que je trouve remarquablement bien écrit, très, très pertinent. Merci Marc. Comme d'habitude, on apprend beaucoup de choses et vraiment, c'est à diffuser. Par rapport à ce que disait Antoine Bioy, je pensais à Thomas d'Aquin avec la Somme théologique, quand il parle à la fin de la docte ignorance, quand il a écrit tout ce qu'il a écrit, qu'il est capable de dire tout ceci n'est que paille, mais c'est sur cette paille que va germer le blé. Alors on est effectivement proche de Socrate en disant « je sais aujourd'hui que je ne sais rien », ce à quoi le talmudiste répond « et même ça, j'en suis plus très sûr ». Et la paille n'est jamais aussi bonne que dans un cocktail, malgré tout, il faut pouvoir s'en souvenir. Alors on a avec nous, on a Henri Bensoussan qui est là, et je vais lui proposer, s'il le veut, de nous faire une petite synthèse de ce qu'il a envie de retenir, des mots qu'il veut faire. Henri est toujours là pour toutes les conférences, et à la fin des conférences, il amène un peu cet esprit très, très jazz, très libre, dans l'éthique de la transe. Oui, alors, si, j'hésite un petit peu à reparler de jazz parce que, bon, on va dire que je radote, mais les musiciens de free jazz dans les années 70, qui donc se libéraient du cadre, se libéraient du carcan, de l'improvisation, des grilles, etc., en fait, lorsqu'on assistait à leurs concerts, qui étaient donc des concerts d'improvisation quasi totale, les concerts se terminaient toujours par un blues classique, comme s'ils avaient justement envie de revenir dans le cadre.
Et ça, c'était typique même des plus libres des plus libres. Voilà, ça, c'était une petite anecdote, mais je me demandais si la liberté, c'était pas justement cet aller-retour entre le cadre, la sortie du cadre, à peine sorti, et puis revenir en plein centre du cadre pour finalement faire et retrouver ce qu'on voulait détruire. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, j'étais très content de cette légitimité de parcours dont a parlé Antoine Bioy à la suite de l'intervention de Marc. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, me semble très important. Ensuite, en ce qui concerne l'éthique, moi, je travaille dans un établissement dans lequel il y a un comité d'éthique. Et dans ce comité d'éthique, il y a évidemment des soignants, il y a quelques personnes de l'administration, mais il y a aussi des représentants des patients. Et c'est toujours intéressant d'écouter ce que disent les patients de l'éthique, parce que parfois ça nous surprend un petit peu. C'est toujours intéressant d'écouter les patients parler de liberté et des limites qu'eux-mêmes mettent à la liberté. Et ça enrichit quand même pas mal nos réflexions et sans doute nos actions, d'écouter les patients parler de ces sujets-là. Ce sont des sujets qui ne concernent pas que les thérapeutes et les soignants. Et puis le dernier point, c'est qu'il me semble que grâce à l'éthique, grâce à la réflexion autour de l'éthique, autour de la liberté, il y a certainement une action qui se fait de prévention du fameux burn-out du soignant. Parce que grâce à ça, on arrive à recadrer les modalités d'action, de fonctionnement des services, des pratiques des uns des autres, mais aussi de la relation, parce que le comité d'éthique, c'est un endroit dans lequel les représentants de l'administration entendent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre et sortent de leur discours financier, de leur discours souvent très limitatif. En fait, en entendant à la fois les patients et les soignants élever un petit peu le niveau. Voilà ce que je voulais dire comme remarque. Mais sinon, évidemment, j'étais passionné par toutes ces réflexions de haut niveau. Merci Henri. Alors, merci à chacun de vous. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin, chacun, pour nous amener une petite synthèse? Joël? Alors, qu'est-ce qui pourrait me venir là maintenant? J'ai envie de dire, continuons à rêver, hein, continuons à nous mettre dans cet espace qui nous permet eh bien, d'avoir aussi des lumières différentes sur les choses et d'essayer d'accompagner nos patients dans cette lumière qui circule, on va dire. Je terminerai comme ça. Merci Joël, merci en plus d'avoir accepté la conférence malgré le Covid. Antoine? Ben, je ne sais pas bien comment conclure en fait, parce que pour moi c'est vraiment très très ouvert, donc peut-être ne prétendez pas être libre, exigez-le, c'est sans doute la meilleure façon de pouvoir arriver à ce que l'on souhaite réellement être en relation avec l'autre. Peut-être, je vais quand même rebondir sur ce que disait Henri, allez, 10 secondes. Il a d'autant plus raison sur le burn-out que souvent on fait la confusion entre burn-out et épuisement professionnel, qui sont deux choses distinctes, même si l'épuisement peut être un signe de burn-out, bien évidemment. Et on oublie le fondement même du burn-out, qui est que c'est une pathologie de la relation. Ce n'est pas une pathologie de l'épuisement, c'est une pathologie de la relation. Et donc, effectivement, merci beaucoup, Henri, pour ce parallèle, parce qu'on ne l'avait pas prononcé, mais effectivement, on a parlé de folie, de machin, etc. Mais du côté des soignants, la notion de burn-out est d'autant plus à situer autour de cette question de la liberté et de l'éthique que c'est une pathologie de la relation avant tout, avant d'être quelque chose en lien avec l'épuisement. Et donc, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est à retenir. Donc, merci pour l'espace qui a été offert ce soir de discussion à partir de tout ça et à suivre, vraiment à suivre. 3 petits points. Merci Antoine. Patrick, tu veux nous dire un mot? Oui, alors juste une toute petite phrase qui me vient comme ça à force de vous écouter. Je pense le conseil, entre guillemets, pour soi-même, hein, ça serait de dire soyez fou pour vous rêver normal. Alors moi, je vais terminer sur un mot, en fait. Quand on parle du rêve, je pense que c'est une des plus belles libertés que je connaisse, ce qu'a dit Joël, et je me rappelle d'une patiente qui avait 96 ans.
Et puis, on parle ensemble du nombre d'années où elle était seule. Elle me dit, je suis veuve depuis globalement que j'ai 55 ans. Et je lui dis, pensez-vous souvent en rêve à votre mari? Elle m'a dit jamais. Mais j'ai jamais pensé. Mais je lui dis, mais pourquoi? Mais elle me dit, je ne sais pas. Je lui dis, mais est-ce que vous le souhaitez? Et donc, la fois d'après, elle m'a dit, bah, écoutez, merci, je rêve de nouveau à mon mari. Ça paraît simple, c'est pas simple. C'est est-ce qu'on peut s'autoriser facilement à retrouver quelqu'un qui nous manque, quelqu'un qu'on aime? Je suis du côté des vivants, est-ce que j'ai le droit de retrouver l'autre, etc. Cette liberté-là, ça demandait beaucoup de cheminement puisqu'elle a mis autant d'années pour pouvoir le faire. Ça fait partie de la liberté. Et c'est vrai que cette idée que François Roustan rappelle de liberté du soignant, je pense qu'elle est essentielle si on veut que nos patients puissent trouver une forme de liberté. Alors la liberté, ben, c'est surprendre, c'est comme dit Antoine, c'est se dire, ben non, je ne sais pas faire, comment on va faire, expliquez-moi ce qu'on peut faire, etc. C'est ces invitations qu'on va faire aux patients. Merci à vous tous pour cette présence. La prochaine conférence, ben, vous l'avez entendu, ça va être sur le consentement, le cheminement va se faire tout seul. On se retrouvera le 14 décembre avec Patrick, avec Joël, avec Antoine, avec Guillaume Sauvage, qui travaille, qui est juge et qui travaille au tribunal d'Annecy, et avec Sylviane Rondet, qui a écrit un petit ouvrage pour aider les adultes à parler avec les enfants qui traduisent leurs émotions face au traumatisme sexuel. Ça sera une belle conférence. Merci à Gérard d'avoir été avec nous, à Marc, Henri, à Nathalie. Jean-Marc est passé tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de l'interroger, donc on avait du monde avec nous, Jean-Marc Benayem. Là, vous remarquez que Marc est bien assis, puisqu'il est assis dans son fauteuil. C'est à peu près le titre de son ouvrage. C'est un joli livre. Nous parlerons ensemble dans quelques jours avec Marc pour faire une petite chronique, vous verrez sur Internet. À très bientôt. Merci de suivre les activités de la CCH et puis à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et Merci tous. Pascal. Merci Pascal, à bientôt. Merci Pascal. Merci Antoine. Et merci Patrick. Merci Joël. Merci Patrick. Merci. On a remarqué l'accent de Nathalie, hein. Je te remets le son. Bonne soirée, Nathalie. Et puis à très bientôt. Bonne soirée.